Et si vous aviez tout l'argent du monde mais ne pouviez pas sauver la seule personne que vous aimez le plus? C'est l'histoire d'un père qui a appris cette terrible vérité. Et celle d'un garçon aux poches vides qui a prouvé que les miracles n'ont pas besoin d'argent, mais de cœur. L'appel téléphonique est arrivé à minuit. Jean-Pierre Dubois se trouvait dans son bureau, un sanctuaire de verre et d'acier au sommet du plus haut gratte-ciel de la ville, entouré d'écrans affichant en temps réel la croissance exponentielle de ses entreprises, générant des millions chaque seconde. Il possédait des hôtels de luxe, des immeubles de bureaux, une flotte de voitures de sport et même des îles privées aux eaux turquoises. Les gens l'appelaient l'homme le plus riche de la ville, un titan de la finance dont le nom était synonyme de pouvoir. Quand il entrait dans une pièce, un silence respectueux s'installait et tout le monde se levait. Quand il parlait, ses mots étaient considérés comme des oracles. Mais cette nuit-là, rien de tout cela n'avait d'importance. « Monsieur, rentrez vite !» cria son assistante au téléphone, sa voix brisée par la panique. « C'est Jules. » Il s'est effondré. Le cœur de Jean-Pierre s'arrêta de battre. Jules, son fils unique, son univers, son héritier, son tout. Il courut, plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Sa berline noire, d'une élégance sobre, fendit la nuit parisienne, brûlant les feux rouges les uns après les autres, le rugissement de son moteur déchirant le silence de la ville endormie. Lorsqu'il atteignit sa grande maison de campagne, une magnifique demeure nichée dans un parc immense aux portes de la ville, si vaste qu'elle ressemblait à un château des temps modernes, des médecins étaient déjà sur place. Des sommités, les meilleurs spécialistes du monde. Jean-Pierre les avait fait venir par jet privé en quelques minutes à peine, mobilisant sa fortune sans une seconde d'hésitation. Mais leurs visages graves, leurs regards fuyants, lui annoncèrent la tragédie avant même que les mots ne soient prononcés. Dans la chambre de Jules, un concert sinistre de bips électroniques emplissait l'air. Des fils, tels des serpents de plastique, reliaient le petit corps de son fils à une myriade de machines. Jules gisait immobile sur le lit immense, sa peau d'une pâleur de cire, ses lèvres prenant une teinte bleutée alarmante. Il n'avait que 12 ans. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Hurla Jean-Pierre, saisissant le médecin en chef par le col de sa blouse immaculée. Réparez-le. Je me fiche de ce que ça coûte. Les médecins échangèrent des regards nerveux, mal à l'aise. Finalement, l'un d'eux prit la parole, la voix tremblante. Monsieur Dubois, votre fils est atteint d'une maladie extrêmement rare. Nous n'avons jamais rien vu de semblable. Ses organes s'arrêtent les uns après les autres. Alors faites quelque chose. Cria Jean-Pierre, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Donnez-lui des médicaments, opérez-le. Je paierai n'importe quoi. Le médecin déglutit difficilement. Monsieur, il n'existe aucun remède. Pas encore. Nous avons effectué tous les tests possibles. Consulté des spécialistes dans 5 pays différents. Mais, il s'interrompit, incapable de prononcer la sentence. Mais quoi? La voix de Jean-Pierre se brisa. Votre fils n'a plus que 3 jours à vivre. La pièce devint silencieuse, à l'exception des bips incessants des machines, égrenant les secondes d'une vie qui s'échappait. Jean-Pierre sentit ses jambes se dérober. Il tomba à genoux au pied du lit de Jules, saisissant la main glacée de son fils. Non, murmura-t-il. Non, non, non. Cela ne pouvait pas arriver. Pour la première fois de sa vie de tout-puissant, Jean-Pierre Dubois se sentait complètement impuissant. Il possédait la moitié de la ville, il pouvait tout acheter, mais il ne pouvait pas acheter plus de temps pour son fils. Les yeux de Jules s'ouvrirent lentement. Ils étaient fatigués, si incroyablement fatigués. « Papa » chuchota-t-il faiblement. « Est-ce que je vais mourir ?» Jean-Pierre ne put répondre. Des larmes brûlantes, des larmes qu'il n'avait jamais versées, pas même lorsqu'il avait perdu ses propres parents, se mirent à couler sur son visage. « Je ne veux pas mourir, papa, » dit Jules, sa voix à peine audible. « J'ai peur. »« Tu ne mourras pas, » mentit Jean-Pierre, serrant plus fort la main de son fils. « Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais les promesses ne valent rien face à la mort qui approche. Cette nuit-là, la demeure habituellement remplie de musique et de rires devint silencieuse comme une tombe. Les domestiques se déplaçaient en pleurant discrètement. Les assistants de Jean-Pierre annulèrent toutes ces réunions. Des journalistes s'amassèrent devant les hautes grilles, leurs caméras crépitant, diffusant la tragédie au monde entier. Le fils du milliardaire n'a plus que 3 jours à vivre,
titrait la presse. À l'intérieur, Jean-Pierre restait assis, figé, près du lit de Jules, observant son fils respirer. Chaque souffle semblait plus difficile que le précédent. L'horloge murale, une antiquité de grande valeur, égrenait bruyamment les heures, comptant à rebours le temps qu'il leur restait. Tic-tac, tic-tac. Chaque seconde était une torture. Jean-Pierre regarda autour de lui tous ses biens précieux. Les tableaux de maître, les lustres en cristal de baccarat, les meubles rares venus de pays lointains. À quoi bon tout cela maintenant? Il brûlerait tout, jusqu'au dernier objet, si cela pouvait sauver Jules. Mais l'argent ne pouvait pas sauver son fils. Pour la première fois, Jean-Pierre comprit une chose fondamentale, la richesse est inutile face à la mort. Loin, très loin de la grande maison de campagne, dans un monde complètement différent, quelqu'un d'autre était sur le point d'entendre l'histoire de Jules. Il s'appelait Mathis. Mathis ne vivait pas dans un manoir. Il ne vivait même pas dans une maison. Il dormait sous un pont, enroulé dans une vieille couverture trouvée dans une poubelle. Il avait 11 ans, était maigre comme un clou, avec des cheveux bruns en désordre et des vêtements troués. Mathis n'avait ni parents, ni famille, ni foyer. Chaque matin, il se réveillait avec la faim au ventre. Il gagnait quelques pièces en vendant des fleurs au feu de circulation, en portant les sacs de course pour des inconnus ou en lavant des pare-brises. Les bons jours, il gagnait assez pour s'acheter un repas. Les mauvais jours, il s'endormait le ventre gargouillant. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez Mathis. Il ne cessait jamais de sourire. Même quand des enfants plus grands lui volaient son argent, il souriait. Même quand les gens lui criaient de dégager, il souriait. Même quand la pluie tombait à verse et qu'il n'avait nulle part où aller, il souriait. Car Mathis avait un secret. Il croyait en la magie. Pas celle avec des baguettes et des sortilèges. Celle où de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Où la gentillesse compte plus que l'argent. Où les choses impossibles deviennent possibles si l'on y croit assez fort. Les autres enfants des rues se moquaient de lui. « Tu es stupide, Mathis, disait-il. La magie, ça n'existe pas. La vie est juste dure. » Mais Mathis ne les écoutait pas. Il passait son temps libre à lire des livres déchirés qu'il trouvait dans les poubelles. Des livres sur des héros, sur des miracles, sur des gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. Un soir, Mathis était assis dans un petit café de quartier. La propriétaire, une vieille femme aux yeux bienveillants nommée Mamie Monique, lui offrait parfois un thé gratuit dans une tasse ébréchée. « Tiens, mon petit, dit-elle en posant la tasse chaude dans ses mains sales. « Merci, Mamie Monique. » Mathis sourit. C'est ainsi qu'il l'appelait. Elle aimait bien. Alors que Mathis sirotait son thé, deux hommes assis à la table voisine parlaient fort. « Tu as entendu pour le fils du milliardaire » dit l'un. « Oh oui. » Tragique, répondit l'autre. Le gamin est en train de mourir. Il ne lui reste que 3 jours. Même avec tout cet argent, son père ne peut pas le sauver. La tasse de Mathis se figea à mi-chemin de ses lèvres. Un garçon qui meurt? 3 jours? Quel âge a-t-il? Demanda soudain Mathis. Les hommes le regardèrent, surpris qu'un gamin des rues leur adresse la parole. 12 ans, je crois, dit l'un d'eux. Pourquoi ça t'intéresse? Mathis ne répondit pas. Son esprit tournait à toute vitesse. Quelque part, dans une immense demeure, un garçon de son âge était allongé dans un lit, attendant la mort. Un garçon qui avait probablement tout. Des jouets, des jeux, de la nourriture, un lit chaud. Mais rien de tout cela ne pouvait le sauver. Mathis sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une traction, comme un fil invisible le reliant à ce garçon qu'il n'avait jamais rencontré. Si seulement je pouvais aider, murmura Mathis pour lui-même. Mamie Monique l'entendit. Elle posa sa main ridée sur son épaule. Mon petit, tu as le plus grand cœur que j'ai jamais vu. Mais certaines choses nous dépassent. Mathis la regarda avec des yeux sérieux. Mamie Monique, vous croyez au miracle? Elle sourit tristement. J'y croyais, quand j'étais jeune comme toi. Eh bien, moi, j'y crois encore, dit fermement Mathis. Il se leva, laissant son thé à moitié fini. Et je pense que ce garçon en a besoin d'un. Où vas-tu?
cria mamie Monique derrière lui. Mais Mathis courait déjà dans la rue, ses pieds nus claquant sur le trottoir humide. Il ne savait pas comment. Il ne savait pas pourquoi. Mais quelque chose en lui, quelque chose de puissant et de certain, lui disait qu'il devait trouver Jules Dubois, que d'une manière ou d'une autre, un pauvre gamin des rues sans rien pouvait sauver un garçon riche qui avait tout. L'impossible était sur le point de devenir possible, et Mathis était prêt à se battre pour cela. Le lendemain matin, Mathis se tenait devant le plus grand hôpital de la ville. Il était grand et blanc, avec d'immenses fenêtres en verre qui réfléchissaient le soleil comme des diamants. Les gens riches y allaient quand ils étaient malades. Des gens comme Jules Dubois. Des agents de sécurité en costume noir se tenaient à chaque entrée. Leur visage était sérieux. Leurs bras étaient croisés. Ils ressemblaient à des soldats protégeant un château. Mathis prit une profonde inspiration. Il savait qu'il ne laisserait jamais entrer un gamin des rues sales. Mais Mathis était malin. Il avait passé toute sa vie à être invisible, à se faufiler dans des endroits où il n'était pas censé être. Il observa et attendit. Lorsqu'un camion de livraison de nourriture arriva, Mathis se glissa derrière lui. Quand les gardes se tournèrent pour vérifier les papiers du camion, Mathis se baissa et se précipita à l'intérieur. À l'intérieur, l'hôpital était un autre monde. Tout était propre et blanc. Les sols étaient si brillants que Mathis pouvait y voir son reflet. Des infirmières marchaient rapidement dans leurs uniformes impeccables. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air. Mathis se sentait déplacé avec ses vêtements déchirés et ses pieds nus, mais il continua d'avancer. Il demanda à une femme de ménage, « Excusez-moi, où est la chambre de Jules Dubois ?» La dame le regarda avec méfiance. « Dernier étage, mais vous ne pouvez pas », Mathis courait déjà vers les escaliers. Il ne pouvait pas utiliser l'ascenseur. Trop de gens le verraient. Il monta 5 étages, les jambes en feu, jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier étage. Et là, c'était la chambre 507. 2 autres gardes se tenaient devant la porte. Le cœur de Mathis battait la chamade. Comment allait-il les passer? Puis il remarqua un chariot repas dans le couloir. Sans réfléchir, il attrapa une blouse blanche suspendue à proximité et l'enfila. Elle était immense pour lui arrivant aux genoux. Il poussa le chariot vers la chambre de Jules, en gardant la tête baissée. Livraison du petit déjeuner, marmonna Mathis. Les gardes le regardèrent à peine. Ils ouvrirent la porte. Mathis était à l'intérieur. La chambre était énorme. Des machines entouraient un lit immense au centre. Et là, semblant minuscule au milieu de tous ces draps blancs, se trouvait Jules. Il avait l'air encore plus mal en point que Mathis ne l'avait imaginé. Sa peau était grise. Des cernes sombres entouraient ses yeux. Des tubes partaient de ses bras vers des poches de liquide transparent. La machine à côté de lui émettait un bip régulier, comptant ses battements de cœur. Mathis resta figé sur le seuil. Les yeux de Jules s'ouvrirent lentement. Ils étaient verts comme des feuilles au printemps, mais si fatigués. Il regarda Mathis, confus. « Qui es-tu » La voix de Jules n'était qu'un murmure. Mathis déglutit. « Je suis Mathis. Je suis venu pour t'aider. » Jules essaya de rire, mais cela se transforma en une faible toux. « M'aider ? Les meilleurs médecins du monde ne peuvent pas m'aider. Comment le pourrais-tu » Mathis s'approcha. De près, il pouvait voir que Jules était comme lui. Juste un enfant qui avait peur. « Je ne sais pas encore » admit Mathis. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Pendant un instant, ils se regardèrent. 2 garçons de mondes complètement différents, mais ressentant tous les deux la même chose. La peur. « C'est comment » demanda soudain Jules. « De vivre dans la rue. » Mathis cligna des yeux. « Quoi » ? Je le vois à tes vêtements, dit Jules. Tu n'as pas de maison, n'est-ce pas ? Mathis secoua la tête. Non, mais ce n'est pas si mal. Je vois le lever du soleil tous les matins. J'ai la liberté et je rencontre des gens intéressants. Je n'ai jamais vu un vrai lever de soleil, dit tristement Jules. J'ai toujours été trop occupé avec les tuteurs, les leçons et les réunions d'affaires auxquelles papa me fait assister. J'ai tout, mais je n'ai jamais vraiment vécu. Et moi, je n'ai rien, dit doucement Mathis.
Mais je vis chaque jour comme si c'était une aventure. » Ils sourirent tous les deux de l'ironie. Puis le sourire de Jules s'effaça. « Je vais mourir, Mathis. Dans 3 jours, peut-être moins. »« Non, » dit fermement Mathis. « Tu ne vas pas mourir. »« Comment le sais-tu ? » »« Parce que je ne te laisserai pas. » Mathis saisit la main de Jules. Elle était froide et faible, mais Mathis la serra fort. « Je te le promets, Jules, je vais trouver un moyen de te sauver. » Les yeux de Jules s'emplirent de larmes. « C'est impossible. »« Je crois aux choses impossibles, » dit Mathis avec son sourire éclatant. « Et à partir d'aujourd'hui, tu vas y croire aussi. » Pour la première fois depuis des jours, Jules ressentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu. L'espoir. Mais la porte s'ouvrit brusquement. Jean-Pierre Dubois entra en trombe, suivi de 2 gardes. « Qui êtes-vous ? » demanda Jean-Pierre, fixant l'étrange garçon dans une blouse trop grande. « Comment êtes-vous entré ici ?» Mathis se redressa, bien que ses genoux tremblent. « Je m'appelle Mathis, monsieur. Je suis venu aider votre fils. »« L'aider ?» La voix de Jean-Pierre était tranchante. « Êtes-vous médecin ? » ?»« Non, monsieur. »« Un scientifique ? Un spécialiste ? » ?»« Non, monsieur. Je suis juste moi. » Le visage de Jean-Pierre devint rouge de colère. « Garde, faites sortir cet enfant immédiatement. »« Attendez !» cria Jules depuis son lit. « Papa, s'il te plaît. C'est mon ami. »« Ami ?» Jean-Pierre parut choqué. « Vous venez de le rencontrer. »« Je sais, » dit Jules, sa voix se faisant plus forte. « Mais c'est la première personne qui ne me regarde pas comme si j'étais déjà mort. S'il te plaît, laisse-le rester. » Jean-Pierre regarda son fils, puis Mathis. Finalement, il soupira. « Très bien, mais ne donnez pas de faux espoirs à mon fils. L'espoir peut faire plus mal que la vérité. » Mathis croisa le regard de Jean-Pierre. « Et si l'espoir était une vérité ?» Jean-Pierre ne répondit pas. Il se tourna et quitta la pièce. Cette nuit-là, Mathis se faufila hors de l'hôpital. Il ne pouvait pas rester. Les gardes surveillaient de trop près. Mais il avait fait une promesse. Et Mathis tenait toujours ses promesses. Il marcha dans les rues sombres, réfléchissant intensément. Où pouvait-il trouver un remède que les médecins ne trouvaient pas? Comment pouvait-il sauver Jules? Puis il se souvint de quelque chose. Une histoire que mamie Monique lui avait racontée une fois sur de vieux guérisseurs qui vivaient loin de la ville. Des guérisseurs qui utilisaient des plantes et des herbes au lieu de pilules et de machines. Des guérisseurs qui connaissaient des secrets que les médecins modernes avaient oubliés. C'est ça, se murmura Mathis. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Mathis quitta la ville. Il n'avait pas d'argent pour un bus ou un train, alors il marcha. Il marcha le long de routes poussiéreuses, à travers de petits villages, demandant à tous ceux qu'il rencontrait, « Connaissez-vous des guérisseurs ?» La plupart des gens secouaient la tête. Certains riaient. « Des guérisseurs ? Ce sont de vieilles superstitions, mon garçon. Va à l'hôpital. » Mais Mathis continuait de demander, de marcher. Ses pieds lui faisaient mal. Son estomac était vide. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Après 2 jours de marche, il atteignit un petit village reculé dans les Cévennes. Les gens là-bas étaient différents. Ils portaient des vêtements simples et vivaient dans de petites maisons. Un vieil homme assis devant un café remarqua Mathis. « Tu as l'air perdu, mon enfant. »« Je cherche un guérisseur, » dit Mathis, à bout de souffle. « Quelqu'un qui connaît les maladies rares. Quelqu'un qui peut faire ce que les médecins ne peuvent pas. » Les yeux du vieil homme devinrent sérieux. « Il y en a un, au cœur de la forêt. On l'appelle Pierre. Mais le voyage est dangereux, et il n'aide pas n'importe qui. S'il vous plaît, » supplia Mathis. « Mon ami est en train de mourir. Il me reste un jour pour le sauver. » Le vieil homme étudia le visage de Mathis. Il y vit quelque chose de pur et de vrai. « Suis la rivière dans la forêt. Marche jusqu'à ce que tu entendes la cascade. La maison de Pierre est là. Mais sois prévenu, il testera ton cœur. » Mathis ne perdit pas une seconde.
Il courut vers la forêt. Les arbres étaient si denses que la lumière du soleil atteignait à peine le sol. Des bruits étranges résonnaient autour de lui. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes, les cris d'animaux qu'il ne pouvait nommer. La rivière à côté de lui coulait bruyamment, le guidant toujours plus profondément. Ses jambes criaient de douleur. Des branches griffaient ses bras et son visage. Il trébucha sur des racines et tomba dans la boue. Mais chaque fois qu'il tombait, il se relevait. Pour Jules, se chuchotait-il. Pour Jules. Finalement, après des heures de marche, il l'entendit. Le bruit d'une cascade s'écrasant sur les rochers. Et là, cachée derrière le rideau d'eau, se trouvait une minuscule maison de bois et de pierre. Mathis escalada des rochers glissants et frappa à la porte. Elle s'ouvrit lentement. Un vieil homme se tenait là, mais il ne ressemblait à aucun vieil homme que Mathis avait jamais vu. Ses yeux étaient vifs et perçants, comme s'il pouvait voir jusqu'au fond de l'âme de Mathis. Sa longue barbe blanche touchait sa poitrine. Des plantes étranges pendaient du plafond derrière lui, et l'air sentait la terre et les fleurs. « Pourquoi es-tu venu, garçon » demanda Pierre, sa voix profonde et puissante. Mathis tomba à genoux, épuisé. « S'il vous plaît, monsieur, mon ami est en train de mourir. Il lui reste un jour. Les médecins ont baissé les bras, mais je ne peux pas. Je ne le ferai pas. S'il vous plaît, si vous savez quoi que ce soit, un remède, aidez-moi. » Pierre le fixa longuement. Puis il demanda, « Ton ami, est-il riche » ? « Très, » dit honnêtement Mathis. « Et toi, tu es pauvre. » « Très, » répéta Mathis. « Alors pourquoi t'en soucies-tu ? Que gagneras-tu à le sauver » Mathis leva les yeux, confus. « Rien gagner. Je ne peux simplement pas le regarder mourir alors que peut-être, juste peut-être, je peux faire quelque chose. » Le visage de Pierre s'adoucit. Il disparut dans sa maison et revint en tenant une petite pochette en cuir. À l'intérieur se trouvaient des feuilles séchées qui brillaient faiblement, comme si elles contenaient de minuscules morceaux de clair de lune. « Cette plante s'appelle le souffle d'argent, » dit Pierre. « Elle ne fleurit qu'une fois tous les 10 ans dans la partie la plus profonde de cette forêt. Elle peut guérir presque tout. Mais, il marqua une pause, elle ne fonctionne que si elle est donnée avec un cœur pur. Si tes intentions sont égoïstes, elle devient un poison. » Mathis prit la pochette avec précaution. « Mon cœur est pur. Je vous le promets. Alors va, garçon. Cours. Ton ami a très peu de temps. » Mathis ne dit pas merci. Il n'y avait pas de temps. Il se retourna et repartit en courant à travers la forêt, plus vite qu'il n'avait jamais couru. Le soleil se couchait. Il restait un jour à Jules, peut-être moins. Le corps de Mathis hurlait pour du repos, mais son cœur le poussait en avant. Il courut toute la nuit, à travers la forêt, dépassant les villages, retournant vers la ville. Les lumières de la ville apparurent au loin au moment où le soleil commençait à se lever. Mathis accéléra. « J'arrive, Jules. J'arrive. » Les pieds de Mathis saignaient. Ses poumons le brûlaient, mais il pouvait voir l'hôpital maintenant, à seulement 3 rues de là. Il se fraya un chemin à travers la foule matinale, ignorant les regards fixés sur ses vêtements boueux et son visage égratigné. Les gens s'écartaient de son chemin alors qu'il sprintait. « Poussez-vous. S'il vous plaît, poussez-vous. » cria-t-il. Quand il atteignit l'hôpital, les gardes le reconnurent. « Et, toi, tu n'as pas le droit » mais Mathis était trop rapide. Il passa sous leurs bras et courut directement vers les escaliers. Derrière lui, il entendit des cris et des bruits de pas lourds qui le poursuivaient. Il fit irruption dans la chambre 507 et son cœur faillit s'arrêter. Jules ne bougeait plus. Les médecins entouraient son lit, s'affairant frénétiquement. Les machines émettaient des bips stridents. Jean-Pierre se tenait dans un coin, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant. « Non, non, non !» cria Mathis. « Je suis là. Je l'ai trouvé. » Tout le monde se tourna pour le regarder. Un médecin tenta de l'attraper. « Sécurité, sortez cet enfant d'ici. » « Attendez. » Mathis brandit la pochette en cuir. « S'il vous plaît. Ça peut le sauver. » « Assez. » dit Jean-Pierre, la voix brisée. « Ne me torturez pas avec de faux espoirs.
Mon fils n'est pas encore mort, cria Mathis de toutes ses forces. S'il vous plaît, monsieur Dubois. S'il vous plaît, laissez-moi juste essayer. Qu'avez-vous à perdre? Jean-Pierre regarda le corps immobile de Jules, puis le visage désespéré de Mathis, puis la pochette qui brillait faiblement dans la lumière du matin. Tout le monde dehors, dit calmement Jean-Pierre. Monsieur, c'est très irrégulier, protesta un médecin. J'ai dit dehors. Rugit Jean-Pierre. Vous tous, maintenant. Les médecins échangèrent des regards inquiets, mais quittèrent la pièce. Seuls Jean-Pierre, Mathis et Jules restaient. Mathis se précipita au chevet de Jules. Les lèvres de son ami étaient bleues. Sa poitrine bougeait à peine. Avec des mains tremblantes, Mathis ouvrit la pochette. Les feuilles de souffle d'argent sentaient la pluie et le miel. Il les écrasa dans une tasse d'eau et remua. Jules, murmura Mathis, des larmes coulant sur son visage. Tu te souviens de notre promesse? Tu dois te battre. S'il te plaît, bats-toi. Il souleva délicatement la tête de Jules et versa le liquide brillant entre ses lèvres. Une goutte, 2 gouttes, 3. Rien ne se passa. La pièce était silencieuse, à l'exception du terrible bip des machines. Mathis tenait la main de Jules. Allez, mon ami. Reviens. Le lever de soleil t'attend. De vrais levers de soleil. Magnifique. Je te montrerai tout. Reviens, c'est tout. Toujours rien. Jean-Pierre s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage. Puis, Jules toussa. C'était minuscule, faible, mais c'était là. Les yeux de Mathis s'écarquillèrent. Jules? Jules toussa de nouveau. Plus fort cette fois. Sa poitrine se souleva et s'abaissa. La couleur revint lentement sur ses joues, partant de son nez et s'étendant comme de la peinture renversée. Ça marche, souffla Mathis. Ça marche. Jean-Pierre se releva d'un bond. Jules, mon fils, tu m'entends? Les paupières de Jules papillonnèrent lentement. Très lentement, elles s'ouvrirent. Ses yeux verts regardèrent autour de lui, confus, mais vivants. Papa, la voix de Jules était rauque, mais réelle. Mathis? Qu'est-ce qui s'est passé? Mathis se mit à rire et à pleurer en même temps. Il serra Jules dans ses bras. Tu vas bien. Tu vas vraiment bien. Jean-Pierre tomba à genoux près du lit, saisissant la main de son fils. Les médecins disaient que tu étais mais tu es là. Tu es vivant. Les médecins revinrent en courant, choqués. Ils vérifièrent les signes vitaux de Jules, firent des tests, l'examinèrent sous tous les angles. Leur visage montrait une incrédulité totale. C'est impossible, murmura un médecin. Son pouls est normal. Sa respiration est claire. Il n'y a aucune trace de la maladie. Elle a disparu? Demanda Jean-Pierre, craignant d'espérer. Je ne le comprends pas, mais oui, elle semble avoir complètement disparu. La pièce éclata de joie. Les infirmières se prirent dans les bras. Jean-Pierre tenait Jules et sanglotait de soulagement. Et Mathis s'assit par terre, épuisé, mais arborant son plus grand sourire. Le miracle s'était produit. Pendant les 2 jours suivants, Jules reprit des forces. Il put s'asseoir, puis marcher, puis rire. La nouvelle fit le tour du monde. Le fils du milliardaire se remet de manière impossible. Un remède miracle sauve un enfant mourant. Mais à l'intérieur de la demeure où Jules se reposait maintenant, des ennuis se préparaient. Tard une nuit, alors que tout le monde dormait, 3 hommes en costume coûteux se réunirent dans un immeuble de bureaux sombre de l'autre côté de la ville. Le garçon a survécu, dit un homme avec colère. C'était Stéphane Duval, le plus grand rival en affaires de Jean-Pierre. Si Jules vit, l'empire de Dubois reste solide. Notre plan pour prendre le contrôle de ces entreprises est ruiné. Et ce gamin des rues? Demanda un autre homme. C'est lui qui a apporté le remède. Les yeux de Stéphane se plissèrent. Alors nous ferons disparaître le gamin des rues. Si Jules retombe malade et que le remède a disparu, la nature suivra son cours. Il ne savait pas qu'un des domestiques de Jean-Pierre les avait entendus. Le serviteur courut directement à la demeure pour les avertir. Le lendemain matin, Jean-Pierre convoqua Mathis dans son bureau.
Jules était là aussi, l'air plus sain de jour en jour. Mathis, dit sérieusement Jean-Pierre, j'ai appris que des gens très dangereux veulent te faire du mal. Ils te voient comme une menace pour leur plan. Les yeux de Mathis s'écarquillèrent. Me faire du mal? Mais je voulais juste aider. Je sais, mon fils. Jean-Pierre posa sa main sur l'épaule de Mathis. C'est pourquoi je veux que tu restes ici, dans cette maison. Tu seras en sécurité, protégé. Et, il marqua une pause, sa voix devenant émue, tu feras partie de la famille. Ma famille. Mathis regarda Jules, qui souriait. Reste, s'il te plaît, Mathis. Tu es mon meilleur ami. Mon frère. Mais avant que Mathis ne puisse répondre, les lumières s'éteignirent. Du verre se brisa quelque part en bas. Des hommes crièrent. Des bruits de pas martelèrent les escaliers. Ils sont là. Hurla Jean-Pierre. La porte s'ouvrit violemment. 5 hommes masqués se précipitèrent à l'intérieur. Mais l'équipe de sécurité de Jean-Pierre était prête. Ils se battirent avec acharnement, repoussant les assaillants. Dans le chaos, un homme masqué attrapa Mathis. « Tu viens avec nous, rat des rues. »« Non. » hurla Jules. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Tous les domestiques, les cuisiniers, les jardiniers, les femmes de chambre, se précipitèrent avec des balais, des poêles et tout ce qu'ils pouvaient trouver. Mamie Monique du café était là aussi. Elle avait entendu parler du danger et avait amené la moitié du quartier. « On ne touche pas à notre Mathis !» cria-t-elle en brandissant sa canne. Les assaillants furent submergés. En quelques minutes, ils furent ligotés et les sirènes de la police retentirent à l'extérieur. Alors que les officiers emmenaient les criminels, Stéphane Duval était parmi eux, le visage tordu de colère. « Vous ne pouvez pas gagner, Dubois !» cria Stéphane. « L'argent gagne toujours. » Jean-Pierre regarda Mathis, puis toutes les personnes ordinaires qui étaient venues le protéger. Il sourit. « Vous avez tort, Stéphane. L'amour gagne à chaque fois. » Une semaine plus tard, Jules se tenait sur le balcon de la demeure, regardant son premier vrai lever de soleil avec Mathis à ses côtés. Le ciel passa du violet foncé au rose, à l'orange, puis à l'or. Les oiseaux chantaient. Le monde semblait tout neuf. « C'est magnifique, » murmura Jules. « Je te l'avais dit, » sourit Mathis. Derrière eux, Jean-Pierre regardait son fils, vivant, riant, apprenant ce qui comptait vraiment dans la vie. Il avait déjà fait des changements. La moitié de sa fortune irait à la construction d'écoles et d'hôpitaux pour les enfants pauvres. Il avait engagé Mamie Monique pour diriger un centre communautaire. Et Mathis était officiellement son fils maintenant, adopté, aimé, à la maison. « Tu sais ce qui est le plus fou ?» dit Jules à Mathis. « Tu n'avais rien. J'avais tout, mais c'est toi qui m'as sauvé. » Mathis haussa les épaules. « C'est parce que les meilleures choses de la vie ne coûtent pas d'argent. Le courage ne coûte pas d'argent. La gentillesse ne coûte pas d'argent. L'espoir ne coûte pas d'argent. Et l'amour ?» il regarda Jean-Pierre et Jules. « L'amour est complètement gratuit. » Jean-Pierre s'approcha et passa ses bras autour des deux garçons. « J'ai passé toute ma vie à penser que l'argent était le pouvoir. Mais tu m'as appris quelque chose, Mathis. Le vrai pouvoir est ici. » Il toucha son cœur. « Et c'est un trésor que tout le monde peut avoir, riche ou pauvre. » Jules sourit. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Les yeux de Mathis pétillèrent de leur ancienne malice. « Maintenant, nous allons aider d'autres personnes, partager ce que nous avons appris, montrer au monde que les miracles sont réels quand les gens se soucient les uns des autres. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. La fin. La leçon, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter les choses qui comptent vraiment, l'amour, la loyauté, l'amitié et la vie elle-même. Les vrais miracles ne viennent pas de la richesse. Ils viennent de cœur pur et du courage d'accomplir des choses impossibles. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour changer la vie de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être puissant pour être un héros. Vous avez juste besoin de vous en soucier. Vous avez juste besoin d'essayer. Parce qu'à la fin, le plus grand trésor de ce monde n'est ni l'or, ni les diamants, ni les manoirs. C'est la compassion. C'est la gentillesse.
c'est l'amour. Et ces dons, ils sont en vous en ce moment même, attendant de changer le monde. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que les miracles existent encore. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle chose impossible vous ferez aujourd'hui. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'argent pour être le héros de quelqu'un. Vous avez juste besoin de cœur. Répandons ce message ensemble. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez l'histoire. Le monde a besoin de plus de Matisse.